Bonsoir à tous, chers amis, merci d'être là, de plus en plus nombreux à suivre les aventures de News Jardin TV, qui sont aussi les vôtres, puisque nous sommes tous des passionnés de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique et de nature, et que chaque jour, nous partageons ensemble cette passion. Maintenant, pour l'ensemble de la mauvaise saison, nous allons nous retrouver sous abri. Il y a peut-être un son un peu cathédral de temps en temps, parce que nous sommes dans cette véranda. En tous les cas, merci d'être là. Et surtout, merci à ma petite jardinière de réaliser tout ce décor végétal des plus sympathiques. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 280 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission tout à fait particulière que vous connaissez, qui est réalisée grâce à vous, puisque elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Surtout, continuez à nous les envoyer. Tout ce qui vous intéresse sur le domaine du jardin, vous pouvez nous poser les questions, soit via notre site internet www.newsjardintv.com, sur lequel vous avez toutes les vidéos, plein d'articles aussi, et toutes ces vidéos sont bien classées selon des rubriques bien particulières. Et puis, n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir des photos dès que les questions sont bien particulières. Et là, vous utilisez le mail contact@newsjardintv.com. C'est bien évidemment avec Nicole que nous sélectionnons vos questions, et ce soir notre attention s'est portée sur celle de Marie de Blois, qui nous dit la chose suivante: comment faire refleurir mon Saint-Polia? J'adore cette petite plante qui me fait beaucoup de feuilles, mais plus aucune fleur. Le Saint-Polia est un genre qui a été créé en 1893 par l'horticulteur et botaniste allemand Hermann Wendel, et il l'a dédié au baron Walter von Saint-Paul-Hiller, qui était un amateur d'horticulture allemand, mais qui était également un politique, puisqu'il était commissaire d'un district du Tanganyika. Le pays était alors sous tutelle allemande, et il découvrit en 1892 un spécimen dans les montagnes du Sambara. Ces montagnes sont situées au nord-est de la Tanzanie. C'est une chaîne qui couvre environ 110 km de long et qui est haute. Elle culmine à plus de 2200 mètres d'altitude. Et elle se trouve non loin du Kenya et de l'océan Indien. Et c'est que là que vivent les Saint-Polia. La plante est arrivée en Allemagne sous forme de graines, elle a été semée, et l'année suivante, eh bien, c'est toujours M. Wendel qui a donné le nom Saint-Polia ionantha, ionantha signifiant qui a des fleurs violettes, et cette plante est aujourd'hui à l'origine de tous les hybrides que l'on cultive désormais. Mais sachez que des études phylogénétiques moléculaires menées en 2012 par le botaniste néerlandais Martin Just Maria Christenhuis ont mis en lumière le fait que le Saint-Polia était plus qu'apparenté au genre Streptocarpus. Et désormais, la nomenclature botanique internationale exige que l'on classe les Saint-Polia dans le genre Streptocarpus, qui a été créé en 1828 par le botaniste britannique John Lindley. Mais la plante étant commercialisée partout sous le nom de Saint-Polia, eh bien nous allons le conserver pour l'ensemble de cette émission. C'est pas la peine de compliquer, surtout que les Streptocarpus ont un aspect différent. Mais on peut aussi désigner la plante sous ses noms communs: violette africaine, violette du Sambara, violette du Cap. Mais il faut le savoir qu'en dépit de la couleur de ses fleurs et de la forme de ses fleurs, elle n'est pas du tout parente avec les violettes qui appartiennent à la famille des violacées, tandis que le Saint-Polia, lui, est de la famille des Gesneriacées, une famille dans laquelle on trouve pas mal de plantes intéressantes pour l'intérieur, notamment Aescinanthus, qui est une plante retombante qui fait des fleurs souvent rouges ou orangées, Columnea, qui lui ressemble beaucoup, Epicea, qui a des feuilles magnifiques, colorées, boursouflées, Gesneria, Gloxinia, Syningia, qu'on confond très souvent les uns avec les autres, et puis bien entendu les fameux Streptocarpus. Je vais vous en montrer une photo, ça peut être extrêmement joli, même si on en voit de moins en moins. Aujourd'hui, les 10 espèces valides de Saint-Polia sont bien entendu toutes des Streptocarpus, et il faut dire qu'elles se ressemblent beaucoup. Ce sont des plantes qui mesurent entre 5 et 15 cm de haut, et entre 6 et 40 cm de large. Les passionnés de Saint-Polia ont même créé des catégories qui vont du miniature jusqu'au géant. Tous les Saint-Polia sont des plantes acaules, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tige, ils forment une rosette de feuilles finement velues, les pétioles aussi. Ces feuilles sont arrondies ou ovales et elles mesurent entre 3 et 8 cm de long. Et leurs pétioles,
qui, comme je vous le disais, est aussi tout velouté, mesure entre 2 et 10 cm de long. Toute la plante a une texture charnue, elle est gorgée de sucre et il suffit d'écraser le pétiole entre les doigts pour voir que du jus sort en abondance. Les fleurs mesurent de 2 à 3 cm de diamètre, elles ont une corolle ouverte, veloutée aussi, avec 5 pétales qui sont violets, bleu pâle ou blanc chez les formes sauvages, mais parfois rose, bleu très foncé, bicolore chez les cultivars, dont il existe, accrochez-vous, 2000 sortes au moins. Toutes ces fleurs sont réunies au centre de la rosette de feuilles, en petits bouquets par 3 à 10, les inflorescences étant des cymes dressés, portés par des fins pédoncules. Les cultivars de Sympolia que l'on trouve couramment dans le commerce sont rarement dénommés. Mais on trouve quand même une grande diversité de coloris ainsi que des formes à fleurs semi-doubles, dont le cœur est formé de pétales modifiés, qui peuvent être crispés, lobés, et même des fleurs franchement doubles qui possèdent au moins 2 rangées de pétales. Mais sachez aussi, et c'est plus rare, que l'on trouve parfois des Sympolia à feuillage panaché. Les Sympolia constituent d'excellentes plantes d'intérieur qui, il faut le dire, ne sont pas très exigeantes, excepté en matière de lumière. Et le secret de la floraison tient dans un éclairage intense. Ça répond déjà en partie à la question. Il faut au moins 12 heures de lumière par jour, entre 11 000 et 16 000 lux, c'est-à-dire celle d'une pièce très claire, par temps ensoleillé, pour obtenir une bonne floraison. Vous allez donc installer la plante tout près d'une fenêtre, de préférence au sud ou à l'ouest, durant la période hivernale, c'est-à-dire de novembre jusqu'à fin mars, et à l'est, lorsque la belle saison arrivera, en veillant bien à éviter les rayons les plus forts du soleil direct. À partir du mois de novembre, vous pouvez ajouter un éclairage artificiel d'une puissance d'environ 1500 lux, et ceci pendant 2 à 3 heures par jour. Parce qu'il faut savoir que la plante se met en arrêt végétatif et surtout qu'elle cesse de fleurir dès que l'intensité lumineuse tombe sous les 6000 lux, c'est-à-dire la quantité de lumière qui est reçue dans une journée quand il fait sombre en hiver. Vous allez cultiver les Sympolia dans un substrat acide, léger, composé par exemple d'un mélange de terre de bruyère, de terreau et de perlite, mais surtout ne rempoter la plante que lorsqu'elle en a vraiment besoin. Il faut qu'elle déborde littéralement de son pot, ça veut dire environ tous les 4 ans, ça suffit, et ceci de préférence au printemps ou lorsqu'elle a fini de fleurir, parce que les Sympolia apprécient d'être à l'étroit dans leur pot et ils fleurissent beaucoup mieux comme cela. Durant la période de croissance, la plante va accepter des températures entre 15 et 27-30 degrés, c'est ce qu'elle a dans la nature. En revanche, en hiver, elle parvient à résister à des températures de l'ordre de 10-12 degrés et qui sont importantes parce qu'il faut un écart de température d'environ 5 degrés entre le jour et la nuit pour assurer la formation des boutons floraux. Sachez que l'on réussit beaucoup mieux les Sympolia en les arrosant modérément. D'avril à septembre, vous allez apporter de l'eau environ 2 fois par semaine et surtout n'oubliez pas de donner un engrais liquide pour les plantes fleuries environ 1 fois par mois. La plante a besoin d'être stimulée et de manger. Il est très important de ne pas mouiller le feuillage duveteux. Donc soit vous allez arroser en relevant les feuilles et en apportant l'eau directement sur la surface de la motte, soit vous allez tremper le pot. Et pourquoi? Tout simplement parce que les feuilles étant velues, lorsqu'elles retiennent des gouttelettes d'eau, ça tache le limbe et cette tache se transforme généralement en pourriture. Donc aussi, ne vaporisez jamais un Sympolia. Et puis ce qui est très important, c'est de savoir que les racines sont sensibles également à la pourriture, donc veillez bien à vider les soucoupes ou les cache-pots une fois l'arrosage terminé. Dans de bonnes conditions, les Sympolia vont fleurir par épisodes de 2 à 3 mois qui sont suivis par des périodes de repos de 20 à 30 jours environ. Sachez une chose, c'est que la propagation in vitro représente plus de 80% de la production mondiale de Sympolia. Et ces plantes en production sont généralement exposées à des ambiances enrichies en gaz carbonique, en CO2, ce qui leur permet de former une floraison très rapide et surtout plus groupée. Et puis cette technique permet aussi à la plante d'avoir un feuillage plus foncé. Une plante est produite environ en 3 à 4 mois,
Ce qui fait que ce sont des végétaux pas chers du tout. N'hésitez surtout pas à en accueillir chez vous. Et les formes hybrides que l'on trouve aujourd'hui étant généralement des chimères, c'est-à-dire des hybrides reproduits de manière végétative, eh bien, ils vont pas forcément se reproduire fidèlement par bouturage de feuilles. Or, ce bouturage de feuilles, c'est très amusant, très facile et très sympathique à faire. Pour réussir une bouture de feuilles, vous allez opérer de préférence au printemps et sélectionner une feuille pas trop grosse et pas trop petite, donc plutôt dans le milieu de la couronne. Coupez le pétiole avec une lame de rasoir, pas avec des ciseaux parce que ça écrase les tissus extrêmement tendres du pétiole. Vous laissez la bouture à l'air libre pendant une trentaine de minutes, le temps que la coupe se cicatrise, ça forme ce qu'on appelle un cale, et ensuite soit vous plantez le pétiole dans une petite terrine qui contient de la vermiculite ou de la perlite, soit tout simplement vous allez tremper la queue de la feuille dans l'eau. Et au bout d'un mois environ, eh bien, il y a des racines qui se développent, et là vous pouvez rempoter votre nouveau Cympolia, dont les bébés feuilles vont apparaître au point de jonction entre le pétiole et la vieille feuille. Et puis pour terminer, juste un petit clin d'œil, sachez que dans la nature, les Cympolias sont en voie de disparition petit à petit en raison du fait que la forêt dans laquelle ils vivent est de plus en plus exploitée. Et ça, c'est vraiment très très dommage. Heureusement que les horticulteurs sont passés par là. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante d'intérieur franchement très sympathique et d'une grande facilité vous aura intéressé. N'hésitez pas à l'accueillir, je vous ai dit ça coûte pas cher, vous pouvez la bouturer vous-même, vous pouvez expliquer tout ça à vos enfants, ils vont adorer. En tous les cas, merci et remercie de nous poser toutes ces questions, elles sont si variées que notre émission devient de plus en plus intéressante et surtout que de jour en jour, nous réalisons ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nu Jardin TV et nulle part ailleurs.